Euh, Bonjour, donc on va entamer la deuxième partie de l'examen clinique, à savoir l'examen physique proprement dit. Cet examen physique devrait avoir des règles et évidemment du matériel et des prédispositions. Donc nous allons essayer de voir tous ensemble comment réaliser toutes ces étapes de l'examen physique. Évidemment, l'examen physique sera repris dans chaque module, notamment l'examen cardiovasculaire, neurologique, gastro-entérologique, ORL, gynécologique, etc. Et pour pouvoir avoir tous les détails possibles. Donc, pour réaliser un examen, il faut quand même un certain nombre de matériel et de règles, comme je vous l'ai dit. La première, c'est que vous soyez présentable. Donc, un médecin se doit d'être propre et souriant en se présentant aux patients, évidemment pour arriver à ce qu'on avait dit déjà, à établir une bonne relation médecin-malade. La première règle, c'est de se laver les mains, évidemment, et si vous pouvez le faire devant le patient, avant l'examen et à la fin de l'examen, c'est encore mieux. L'hygiène corporelle, les mesures de prévention, surtout en ce temps de la Covid ou même en dehors de la Covid, sont des gestes élémentaires qui amènent le patient à augmenter la confiance entre vous et bien sûr à avoir plus d'estime pour vous. Et évidemment, le port de masque et le port de gants dans la majorité des cas est souhaitable. Évidemment, quand on fait l'examen clinique, on le fait avec les mains sans les gants. On n'examine pas un patient avec des gants, évidemment. Mais si on fait des prélèvements, si on fait n'importe quel geste avec le patient, le port de gants est indispensable. Quel est le matériel donc nécessaire? Donc évidemment, une marque de respect et une marque de sérieux, c'est toujours d'avoir un crayon ou un stylo et du papier pour que vous notiez ce que dit votre patient. Et en remarquant cet aspect-là, le patient donc aura également une autre estime pour vous et ça voudra dire que vous êtes sérieux, que vous ne laissez pas au hasard les choses. Bon, vous pouvez également mentionner sur ordinateur les points nécessaires, principaux, mais cela on le fait généralement à la fin de la visite, pas au moment parce que ça prend un peu plus de temps. L'autre matériel indispensable, c'est évidemment avoir donc un pèse-personne, avoir une toise pour prendre la taille de la personne. Il y a du matériel qui peut combiner les deux, la toise plus le pèse-personne, pour pouvoir calculer votre IMC et situer votre patient dans une situation normale ou de surcharge ou d'amaigrissement ou d'obésité. Évidemment, l'obésité viscérale ou la plus dangereuse avec le risque de complications métaboliques et cardiovasculaires, c'est l'obésité androïde qui intéresse la partie supérieure au-dessus de la ceinture. Donc il faut avoir un mètre ruban pour prendre le tour de taille et vous avez des marques selon l'homme ou chez la femme ou chez l'homme qui pour vous dire que le tour de taille dépasse la normale. Évidemment, ce petit instrument permet de prendre la taille chez le nourrisson. Et évidemment, et quand vous n'avez absolument rien, vous prenez un mètre ruban ou donc des centimètres et vous accrochez au mur et vous pouvez prendre aisément ça c'est indispensable. On ne peut pas donc faire un examen clinique sans passer par la prise de poids. Évidemment, si le patient est comateux, il est dans une autre situation, il y a d'autres moyens de prendre de peser le patient et de prendre sa taille. L'autre matériel également nécessaire, c'est votre stéthoscope, évidemment, qui vous permet d'ausculter toutes les parties du corps, on y reviendra. Le tensiomètre, soit en gonflant avec ce tensiomètre classique. Vous avez une poire que vous gonflez et vous avez les
chiffre qui monte, ensuite à l'auscultation du premier bruit, vous relâchez et puis vous avez le deuxième bruit. Ça vous permet de situer la tension artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Maintenant, on dispose de tensiomètres électroniques qui font le travail aussi bien et qui permettent d'avoir donc d'éliminer les sources d'erreur à condition que évidemment vous ayez des piles neuves, etc. La montre avec qui vous permet de prendre le pouls. Donc il faut avoir une montre et bien sûr une lampe pour examiner la gorge, le marteau réflexe. Et à la fin, on plonge cette bandelette dans les urines des patients et on peut voir s'il a de la glucosurie, quel est son pH, s'il a des protéines, s'il a des nitrites, ça veut dire qu'il y a une infection urinaire, de l'acétone en cas de coma cytocétosique diabétique, etc. C'est un examen qui fait partie de l'examen clinique. Je vous ai parlé des règles au début. Les règles sont claires, donc mettre le patient en confiance. Ça commence par votre présentation. Vous vous présentez d'abord, vous dites qui vous êtes. Le patient doit savoir à qui il a affaire, l'informer sur ce que vous allez faire. Vous allez l'examiner, vous lui dites que on va vous examiner, faire tel examen, dans quel but, etc. Évidemment, il donnera son accord, sauf si vous êtes dans une situation d'urgence. Assurer les bonnes conditions matérielles, donc le silence dans la salle, la place nécessaire, une salle bien chauffée ou bien climatisée et être disponible. Le téléphone ne peut en aucun cas sonner à tout moment ou vous ne pouvez pas également répondre au téléphone. C'est souvent un manque de respect pour le patient. Donc, pendant la consultation, il faudrait éviter de vous distraire avec n'importe quel outil ou quel autre objet et ça détourne votre attention et bien sûr le patient n'aimera pas sans aucun doute cette attitude. Bon, l'idéal c'est qu'on se place à droite du patient pour pouvoir faire l'auscultation, palper convenablement, etc. Donc être à l'aise, les mains doivent être bien réchauffées. Et bien sûr, le malade doit être également à l'aise. Il faut le mettre sur une table de consultation conçue pour ça, et éviter les chutes, etc. Tout ce qui va. On commence l'examen clinique par l'inspection. Et l'inspection va vous fournir de précieux renseignements et à travers l'attitude des patients, vous pouvez reconnaître un certain nombre de maladies. Par exemple, un aspect soudé du parkinsonien, la marche en fonction de l'hémiplégique, la symétrie du visage, en cas de paralysie faciale, le goitre, l'exophthalmie dans la maladie de Basedow, l'hypothyroïdie, etc. Ici des exemples, par exemple, si vous avez la paralysie faciale, c'est un geste simple à demander au patient, c'est de lui demander de fermer les yeux. S'il y a un œil qui ne peut pas fermer, ça veut dire que c'est un signe de la tête de la branche ophtalmique, du nerf facial, et on va vers de la paralysie faciale périphérique, alors que contre la paralysie d'origine centrale, le patient est capable de fermer les deux yeux parce que la branche ophtalmique n'est pas touchée. Donc des gestes simples. Le myxœdème, donc en cas d'hypothyroïdie, cette infiltration assez caractéristique, cet aspect en aile de papillon, donc vous voyez sur le visage et qui signe la présence chez cette femme d'un lupus érythémateux systémique, une maladie du système. Le goitre que vous voyez ici avec l'exophthalmie et puis des signes, un amaigrissement, une hypersudation, etc. Ça signe le syndrome d'hyperthyroïdie et bien sûr quand vous avez une hyperthyroïdie, un goitre et une exophthalmie, c'est égal maladie de Basedow. Donc après l'examen clinique, on pose le diagnostic assez facilement, on le confirme par certains examens complémentaires. Le parkinsonien, bon, il faut le voir une fois, comment il marche, comment il a ce petit tremblement fin des extrémités, la mimique, ses expressions, la manière de parler, etc. Et ben, ça suffit pour reconnaître un parkinsonien assez facilement.
Bien. Donc, il y a aussi des positions qui ne trompent pas. On peut donc bien observer la position du patient. Par exemple, si vous avez affaire à un cirrhotique, il est toujours couché sur le dos. Un insuffisant cardiaque gauche, en OAP, en insuffisance cardiaque décompensée, il est toujours en orthopnée, en position assise, il met des oreillers, etc. Une insuffisance cardiaque droite, en plus de la dyspnée, c'est un patient qui a une turgescence des jugulaires et vous appuyez également sur son foie, vous avez une turgescence des jugulaires qui apparaît. C'est un signe qui ne trompe pas. Un patient qui a une arthrite des membres inférieurs, c'est-à-dire une obstruction artérielle au niveau d'une artère du membre inférieur, il a toujours la jambe pendante pour permettre une meilleure circulation du sang. Et une fois qu'il met le pied sur le lit, là, il y a un déclenchement de la douleur à cause de l'ischémie. Donc en fait, en regardant bien les positions du patient, on peut s'orienter assez facilement vers un certain nombre de maladies. Ensuite, on passe à l'état général donc, du patient. On précise si l'état général est bon, mauvais, altéré, assez bon, etc. Donc, selon votre appréciation. Donc, le poids, la taille, l'IMC du patient, le tour de taille. On voit s'il y a un syndrome infectieux. On regarde en gros si le patient est bien réhydraté ou il est déshydraté, etc. On regarde s'il n'y a pas d'œdème, donc une hyperhydratation extracellulaire. Et puis, on regarde également s'il n'y a pas de syndrome hémorragique, donc des taches hémorragiques quelque part, donc à type d'échymose, à type de pétichie, etc. Nous allons revenir sur ça dans les prochains cours. Mais tout ça, on peut le voir déjà à première vue au niveau du statut général du patient. Ensuite, on passe à l'examen de la tête, et l'examen de la tête intéresse tout le monde. Bon, en commençant par le médecin généraliste, et évidemment, le neurologue s'intéresse à la tête, l'ORL s'intéresse à la tête, l'otorhinolaryngologue, bien sûr, c'est l'ORL. L'ophtalmo s'intéresse aux yeux, le maxillofacial s'intéresse également à la mâchoire, à tout ce qui se passe au niveau donc, du maxillofacial, le dermato, enfin tout le monde quoi. Donc l'interniste, certaines maladies infectieuses, etc. Donc la tête est un examen important. Bon, si on parle de l'anémie par exemple, l'anémie n'est spécifique d'aucun donc une maladie, mais beaucoup de maladies donnent une anémie. Donc quand on voit une pâleur cutanéo-muqueuse, on regarde un peu les conjonctifs et le tout est joué. Donc qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'inspection? Donc on voit s'il n'y a pas d'infiltration cutanée du myxœdème, la forme que vous avez vue tout à l'heure, donc cas de l'hypothyroïdie. On voit les pommettes s'il n'y a pas exagération des varicosités, le teint pâle quand il y a une anémie. Quand il y a une polyglobulie, donc une augmentation du taux de l'hémoglobine chez les patients, on a un teint rouge hyper coloré, notamment au niveau des pommettes. On voit l'herpès labial. On peut voir les aspects des fanères également, les cheveux, donc la chute de cheveux, dans beaucoup de maladies endocriniennes, dans le cas par exemple des effets secondaires de la chimiothérapie, les cheveux peuvent devenir également secs et cassants en cas de maladie, certaines maladies endocriniennes. On peut perdre la queue des sourcils en cas d'insuffisance santé hypophysaire, en cas d'hypothyroïdie, etc. Donc en fait, ce n'est que certains exemples que je viens de citer ici, mais il y en a encore beaucoup et davantage que vous pouvez voir. Vous pouvez regarder les yeux, le gérontoxon quand vous avez par exemple une dyslipidémie, etc. Et j'en passe. L'examen des yeux, donc vous avez les conjonctifs qui peuvent mettre en évidence l'anémie ou l'ictère. L'exophthalmie, on vient de la voir. Le gérontoxon, c'est un arc dû à l'hyperlipémie. L'exantélasma, je vous ai montré donc une image au premier cours qui démontre la présence d'une hyperlipémie primitive et notamment d'une hypertriglycéridémie importante. Des examens neurologiques, les percrâniens, donc on peut analyser le facial, le 7, le 6, le 4, le 3, le 2, par des mouvements, pour voir à peu près les mouvements des globes oculaires et bien d'autres examens qu'on peut réaliser, surtout quand on va vers la précision de certains examens, notamment au niveau de l'appareil oculaire.
Dans la tête, vous avez également la cavité buccale, donc vous avez l'examen de la langue qui peut être humide, érosé à l'état normal, peut être sabural dans certaines infections, notamment la fièvre typhoïde, peut être sèche et rôtie en cas de déshydratation. Elle est dépapillée et lisse en cas de maladie de Biermer, c'est le déficit en vitamine B12, en facteur intrinsèque, qui donne une anémie macrocytaire due au déficit de la vitamine B12. Et dans ce cas, on dit qu'il y a une glossite de Hunter. Elle peut être luisante en cas de cirrhose, trémulante chez les éthyliques, et j'en passe. C'est une mine d'or, la bouche, la langue, la face interne des joues, etc., les amygdales, etc. Donc, vous regardez également l'aspect des dents. Les dents n'intéressent pas uniquement le dentiste. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un problème phosphocalcique, ça retentit sur les dents, par des déformations, par des chutes précoces ou sans, sans justification. Donc, on regarde les aspects morphologiques, on regarde les gencives qui peuvent être liées à des parodontopathies, liées à beaucoup de maladies. On voit s'il y a des caries dentaires. On regarde la face interne des joues, ça peut montrer des signes de compliques en cas de rougeole, les taches ardoisées en cas d'insuffisance surrénalienne. Je vous montrerai des photos lors du cours de l'insuffisance surrénalienne, de maladie d'Addison entre autres. On peut voir des leucoplasies, des lichens. On regarde le pharynx également avec la lampe. Souvenez-vous, dans le matériel nécessaire de l'examen, vous aurez toujours besoin d'un abaisse-langue et d'une lampe pour voir les amygdales, leur volume, leur couleur, s'il y a des exsudats, s'il y a des fausses membranes, telles que, par exemple, dans le cas de la diphtérie, le voile du palais il peut être fissuré. Si vous avez un bec de lièvre, par exemple, plein de choses en cas de malformation, etc. Donc, ceci pour vous dire que l'examen clinique est lent. On n'a pas encore quitté la tête, et vous voyez la somme d'informations qu'on peut avoir et qui peuvent nous informer sur un syndrome, une maladie, etc. Regardez des exemples ici, une langue noire, des amygdales avec des dépôts très importants blanchâtres. Ici, vous avez une tumeur de la gencive. Ici, vous avez un polype, un herpès labial, etc. Donc, ce n'est que un peu plus bas, le cou. Le cou, je vous ai montré la dernière fois les constituants, les composants du cou. Donc, vous avez de l'extérieur vers l'intérieur, vous avez la peau, vous avez les aponevroses, vous avez les muscles, vous avez les ligaments, vous avez les artères, vous avez les veines, les ganglions, l'os, etc. Donc tout ça fait partie. Donc toute composante du cou, toute composante anatomique peut être à l'origine d'une manifestation, d'un symptôme au niveau du cou. Et vous avez la thyroïde également. Et les parathyroïdes. Donc en fait, les renseignements, déjà, c'est le volume de la glande thyroïdienne. Vous dites, s'il est augmenté, il existe déjà un goitre. Vous palpez les adénopathies cervicales et leurs caractéristiques peuvent témoigner d'une maladie infectieuse, cancéreuse, inflammatoire, etc. etc. Les signes vasculaires, s'il y a une compression, par exemple, il y a ce qu'on appelle le syndrome 24 supérieur, dont vous avez ici la photo. Vous avez une augmentation un œdème du visage, surtout le matin quand le patient se réveille. Quand vous déshabillez le malade, vous avez une circulation veineuse collatérale qui est bien visible ici au niveau de la partie supérieure du thorax. Et ça signe une compression de la veine cave supérieure qui peut être d'origine inflammatoire, d'origine néoplasique ou une compression extrinsèque, etc. Et beaucoup de patients comme ça qui ont un œdème du visage perdent beaucoup de temps à aller réaliser des examens ORL, plein de choses, etc., de subir des tests allergiques, alors qu'il suffit de regarder, de faire un bon examen clinique et ensuite demander une radiographie du thorax si vous allez tomber sur quelque chose qui comprime la veine cave supérieure. Ça peut être un goitre plongeant, ça peut être une tumeur, une grosse adénopathie, une tumeur médiastinale, etc. On peut avoir une thyroïdose des jugulaires. Je vous ai montré la photo de l'insuffisance cardiaque droite.
On peut avoir des signes arachidiens en cas de maladie rhumatismale ou d'arthrose ou de plein de maladies qui peuvent toucher l'arachis ou en cas d'accident ou de fracture, etc. Donc, en appuyant sur les apophyses arachidiennes derrière, vous pouvez avoir mal en mobilisant l'articulation de la tête à droite, à gauche. Vous pouvez avoir une limitation. Si c'est un syndrome méningé, vous avez une raideur méningée importante, donc vous ne pouvez pas fléchir la tête du patient. Quand vous la fléchissez, vous avez une raideur arachidienne importante. Donc tout ça, ce sont des examens faciles à faire et qui ont une importance capitale. Donc vous pouvez inspecter le cou également. Si vous avez un élargissement de la base du cou, c'est en faveur d'un goitre. Si vous avez des saillies latérales, c'est souvent des adénopathies. Si vous avez un battement exagéré des carotides, ça suppose qu'il y a une maladie cardiovasculaire. Au niveau de la nuque, ça peut être des furoncles, tout simplement. La palpation, un examen de la thyroïde et des aires ganglionnaires. On peut avoir le buffalonuque, c'est-à-dire en cas d'obésité facio-tronculaire et en cas de syndrome de Cushing, vous avez une gibbosité au niveau de la nuque, assez typique du syndrome de Cushing ou maladie de Cushing. On peut ausculter les coups, les vaisseaux du cou et retrouver en cas de sténose carotidienne un souffle. On peut également, en cas de maladie de base d'eau, la thyroïde est richement vascularisée, donc tomber sur un souffle, un goitre soufflant, typique de la maladie de base d'eau. Les douleurs à la pression des apophyses épineuses, limitation, j'en ai déjà parlé. Après le cou, vous avez le thorax et bien sûr pour l'examiner et retrouver des signes comme on vient de le voir, par exemple la circulation veineuse collatérale qu'on a vue dans le syndrome 24 supérieur, le torse doit être nu. On ne peut pas faire un examen sur des vêtements. Et l'inspection doit rechercher des signes cutanés, soit une circulation veineuse collatérale, soit des tatouages, soit des taches café au lait en cas par exemple de maladie de Van Eklinghausen, des angiomes stellaires qui sont spécifiques de la cirrhose hépatique, d'insuffisance hépatique, et donc les modifications du rachis, un peu la kyphose, la scoliose. On peut avoir au niveau du cursus claviculaire, s'il est comblé par une adénopathie, c'est un ganglion de Troisier, typiquement à gauche, d'une métastase d'un cancer digestif. L'examen des seins doit être fait et appris à la patiente, donc il faudrait apprendre à toutes les patientes d'examiner leurs seins, de palper leurs seins à la recherche de petits nodules qui sont le premier signe d'un cancer du sein. Et si vous apprenez aux patients de faire de l'autopalpation, c'est très bon pour faire le dépistage bien avant les autres dépistages qu'on peut réaliser chez la femme. L'examen de l'appareil cardiovasculaire et l'examen respiratoire. Donc en fait, vous allez reprendre l'examen cardiovasculaire respiratoire dans les détails pour voir ce qu'on peut faire au niveau de cette région thoracique. Ensuite, vous avez l'abdomen, l'examen doit se faire en décubitus dorsal. Donc la tête repose sur le lit, les membres inférieurs demi-fléchis, le patient doit être relaxé, évidemment la salle doit être chauffée pour que le patient puisse se déshabiller. Et il faut s'asseoir à droite du malade et commencer par l'inspection. On regarde d'abord le volume de l'abdomen, s'il y a une voussure qui apparaît, s'il y a quelque chose d'anormal, on la note, s'il y a une cicatrice, on la note, s'il y a une circulation veineuse collatérale, on la signale, l'ombilique, on regarde s'il n'y a pas une hernie, un déplissement de l'ombilique, une tumeur au niveau de l'abdomen, la peau, on regarde s'il n'y a pas de vergeture, des éruptions, des cicatrices, et j'en passe. Quand le malade se déshabille déjà, quand il se met sur le dos, vous regardez bien comme il faut au niveau de tout l'abdomen s'il n'y a pas quelque chose qui attire votre attention, quelque chose de l'abdomen. Le patient est en décubitus dorsal, la tête repose sur le lit, les membres inférieurs demi-fléchis, et vous regardez très bien ce qui se passe. Vous pouvez avoir tout ça au niveau de l'examen abdominal.
Après l'inspection, il y a un temps capital, c'est la palpation. Donc d'abord elle est superficielle et ensuite profonde, avec les deux mains bien réchauffées, posées à plat sur l'abdomen. Et évidemment, vous devez avoir les mains bien réchauffées et évidemment les ongles coupés. Vous ne pouvez pas faire de la palpation en profondeur si vous avez des ongles longs, vous pouvez blesser le malade. La palpation superficielle recherche la souplesse de l'abdomen, donc on recherche s'il y a une contracture localisée ou généralisée. On reverra tout ça en gastroentérologie, en sémiologie chirurgicale. La palpation profonde donc explore toutes les régions de l'abdomen et recherche des points douloureux, viscéraux, tels que le McBurney, qui est spécifique de l'appendicite, ou le signe de Murphy, qui est spécifique de la cholécystite aiguë. On recherche la présence d'une tumeur ou d'une masse intra-abdominale, ou l'augmentation d'un viscère, par exemple le foie. Si le foie est augmenté de volume, on dit qu'il y a hépatomégalie. Si la rate est augmentée, on dit qu'il y a splénomégalie. On recherche le signe du flot en cas de d'épanchement péritonéal qui signe la présence d'une acide à l'intérieur de l'abdomen. On peut percuter également l'abdomen, faire la percussion en décubitus dorsal et latéral droit et gauche pour mettre en évidence une acide. On peut préciser si la tumeur est mate ou sonore. L'auscultation peut nous donner des informations sur les viscères, en cas de sténose du pylore, occlusion intestinale. On peut entendre une compression vasculaire en cas de, par exemple, sténose des artères rénales. On peut entendre un souffle paraombilical. C'est très important. Comment vous allez retrouver tous ces signes-là? C'est en vous habituant aux signes normaux. Donc vous auscultez régulièrement, systématiquement, et puis le jour où vous tomberez sur une artère sténosée, vous entendrez un souffle qui ne devait pas. Les fosses lombaires, souvenez-vous bien que l'abdomen comporte plusieurs compartiments, donc l'épigastre, l'hypochondre droit, l'hypochondre gauche, l'hypogastre, et vous avez les fosses lombaires, la fosse iliaque droite, la fosse iliaque gauche. Donc vous recherchez des points douloureux, notamment au niveau rénal. L'examen est symétrique et comparatif. On recherche un signe du Godet, œdème déclive chez les patients alités. Donc au bas du dos, on met le doigt, on appuie très bien sur le bas du dos. S'il y a une dépression de la peau, on signe que ça signe la présence d'un œdème. Et bien sûr, c'est la première partie du corps où les œdèmes s'activent. L'examen des organes génitaux est aussi important, donc on précise l'état des organes génitaux externes. Est-ce qu'ils sont normalement formés déjà? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, une déficience ou une anomalie ou autre chose? Les caractères sexuels secondaires, c'est bien sûr la pilosité, la taille des seins, la taille du pénis, etc. Le toucher rectal permet d'examiner la prostate. Chez la femme, on fait un toucher vaginal quand elle est, bien sûr, elle n'est plus vierge après donc on peut faire un toucher vaginal, sinon on ne peut pas le réaliser. Chez les deux sexes, on voit l'état de la pilosité, les signes en rapport avec les maladies sexuellement transmissibles et qui sont souvent répertoriées à l'inspection. Ou c'est peut-être le malade qui vous signale un écoulement ou une dermatose ou autre chose. Les examens des régions inguinocrurales, donc on recherche les hernies inguinales, les hernies crurales, les hernies inguinocrurales, on recherche des adénopathies, souvent qui sont satellites d'une porte d'entrée infectieuse, d'une hémopathie ou d'un cancer. Donc la présence d'adénopathie au niveau de l'aine doit faire rechercher soit une infection, soit des cancers ou des hémopathies. Et bien sûr, vous avez l'aspect déjà de l'adénopathie quand elle est inflammatoire, quand elle est très, très douloureuse, c'est souvent en faveur d'une maladie infectieuse. Quand au contraire, l'adénopathie est dure, il faut plutôt se monter vers des hémopathies, vers des cancers. Bien sûr, le premier geste à faire, c'est une cytoponction qui est souvent suivie par
donc la biopsie du ganglion pour chercher des signes anatomopathologiques anormaux. Et évidemment, quand on fait une biopsie ganglionnaire, on va vers le ganglion le plus abordable, donc pour ne pas traumatiser le. La région anale, c'est bien sûr regarder s'il n'y a pas d'hémorroïdes externes, s'il n'y a pas un toucher rectal des hémorroïdes internes, on regarde s'il n'y a pas de fissure, de fistule, de condylome, et on termine par un toucher rectal qui permet de chercher un certain nombre de choses aussi importantes les unes que les autres. On verra en gastroentérologie comment le toucher rectal peut mettre en évidence une tumeur rectale et c'est très important. On arrive presque à la fin et on arrive à l'examen des membres supérieurs et inférieurs. Donc là aussi, les membres comportent la peau. Donc on peut regarder déjà au niveau de l'inspection s'il y a des anomalies cutanées, s'il y a des anomalies des membres, est-ce que les membres ont la même taille. Au niveau osteo-articulaire, ça peut être l'imitation des articulations, des mouvements de flexion, d'extension, de rotation, etc. Selon l'articulation, bien sûr, en question. On apprécie la masse musculaire. On fait un examen vasculaire, donc en palpant les pouls. Et je vous ai dit dès le départ que la montre doit avoir une trotteuse pour permettre de compter le nombre de battements par minute. On ausculte également les vaisseaux et bien sûr on fait un examen neurologique. Souvent les membres supérieurs et inférieurs nous enseignent sur les réflexes ostéotendineux, la force musculaire, plein de choses sur le plan la paralysie, l'hémiparésie, etc. Plein de choses qu'on peut apprécier à travers. Donc les membres inférieurs, ça commence toujours par l'inspection. Donc on regarde s'il n'y a pas donc une éruption, un purpura, des varices, des œdèmes, des formations osseuses ou articulaires, une atrophie des groupes musculaires. On palpe, donc on recherche les œdèmes, le signe du godet au niveau des malléoles et de la face interne du tibia. L'hydarthrose du genou, la diminution ou même abolition des battements artériels en cas d'artérite aiguë ou chronique, et l'examen neurologique qui sera encore beaucoup plus détaillé dans la sémiologie neurologique. Pareil pour le membre supérieur, donc en plus on a les mains dans les membres supérieurs et les mains sont une mine d'or dans l'examen clinique. Vous pouvez avoir l'hypocratisme digital. L'hypocratisme digital, c'est comme vous avez les ongles qui vous donnent l'impression de voir les baguettes de tambour et ça peut révéler donc des signes d'insuffisance respiratoire chronique, des signes d'insuffisance cardiaque, une maladie cœliaque, la maladie de Baumgarten, qui signe un syndrome paranéoplasique d'une tumeur bronchique. Vous avez les faces plantaires, les palmaires et dorsales de la main. Vous avez les articulations, les interphalangiennes proximales qui peuvent vous renseigner sur quand il y a une atteinte bilatérale symétrique sur la polyarthrite rhumatoïde. Donc ces déformations ostéo-articulaires sont assez spécifiques. Elles peuvent être bilatérales, elles peuvent être unilatérales. Vous pouvez voir et confirmer une arthrose avec des radiographies, etc. Donc on recherche les nodosités, les atrophies des éminences ténales ou hypoténales, en cas de problèmes neurologiques ou autres, la coloration des extrémités. Est-ce que le patient est cyanosé? Ça signe la présence d'une hypoxie. Ça peut être un problème donc paroxystique dans le syndrome de Raynaud par exemple, l'érythrose palmaire en cas de cirrhose, les mycoses digitales en cas d'infection mycotique, les acrosyndromes on en a parlé, et les examens vasculaires, le pouls, la tension artérielle, le souffle vasculaire. On recherche également des adénopathies épitophiennes, axillaires. Donc vous voyez l'importance de l'examen déjà d'un membre supérieur et l'importance des signes révélateurs d'une maladie qui peut être neurologique, vasculaire, maladie systémique, endocrinienne, infectieuse, vasculaire, cancéreuse, etc. Donc en fait, c'est inimaginable la somme d'informations que vous pouvez avoir à l'examen des membres supérieurs.
Et ceci pour vous dire que l'examen est long. Et l'examen, surtout la première fois, on passe un temps important à examiner le patient et à rechercher des symptômes qui peuvent nous aider pour poser un diagnostic. L'examen neurologique doit être complet, ainsi que l'examen ORL. On voit l'orientation temporospatiale du patient, l'état de conscience du patient. On voit son équilibre, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il peut tenir la station debout, est-ce qu'il marche normalement ou il zigzague, ou il a tendance à perdre son équilibre. On analyse la sensibilité superficielle et profonde, on fait l'examen des paires crâniennes, on voit s'il y a un déficit moteur, musculaire, on termine l'examen toujours par un fond d'œil pour ne pas donc passer à côté d'un œdème cérébral. Je vous ai donné l'exemple au premier cours d'un vomissement qui était lié à une hypertension intracrânienne et à une tumeur. Donc, le fait est de faire un fond d'œil, qui est un examen facile et à la portée de tous, permet déjà de ne pas passer à côté d'un symptôme révélateur, par exemple, d'une tumeur cérébrale, et ne pas rester centré sur le symptôme qui, je le répète encore une fois, n'est spécifique d'aucune maladie. Donc en fait, au bout de l'examen clinique, j'ai bien aimé cette conclusion Luc Mouton, du professeur Luc Mouton, donc il dit que avant de quitter le patient, il faut être, vous devez être certain de pouvoir répondre aux questions suivantes. La première, c'est est-ce que le patient est capable de marcher? Donc, vous prenez le soin, toujours le soin de vérifier comment se mobilise le patient. Parce que vous pouvez trouver un patient alité déjà, alité sur un lit, ramené par les patients ou placé par les infirmiers. Et si vous n'avez pas mis le patient debout, lui demander de marcher quelque part, vous ne saurez jamais. Donc ne vous contentez pas d'examiner uniquement un malade allongé. Deuxièmement, est-ce que les fonctions supérieures de ce sujet âgé sont-elles intactes? Des patients dont les fonctions supérieures sont altérées peuvent avoir conservé des automatismes de discussion et donner le change. Donc, il peut vous répondre instinctivement, instantanément, un certain nombre de questions, le nom, le prénom, etc. Alors, c'est des automatismes, mais si vous cherchez un peu plus loin, vous allez trouver qu'il y a déjà des fonctions supérieures qui sont altérées. Est-ce que le patient vous entend et il vous voit? Certains patients sont aveugles ou sourds de longue date et se sont remarquablement adaptés à leur handicap. Ils peuvent lire sur vos lèvres. Et tellement bien que leur médecin ne s'en était pas rendu compte au premier abord. Et puis, la nutrition est capitale. Est-ce que votre patient est capable d'avaler? Parfois, des troubles neurologiques peuvent être néfastes. Si, par exemple, je cite le problème de la dermatopolymyosite, le patient peut avoir des troubles de la déglutition. Si vous ne faites pas attention et vous ne mettez pas en exergue ce symptôme, il peut faire une fausse route et mourir. Donc attention, n'oubliez pas de tester les capacités de déglutition du patient, surtout s'il a un déficit moteur important. Faites-lui boire une gorgée d'eau et vérifiez l'absence de fausse route. Il vaut mieux que ce soit avec une gorgée d'eau qu'avec le repas du soir. Bien sûr, le soir, c'est plus dangereux. Il faut tout vérifier le matin. L'examen clinique doit être réalisé quand tout le monde est présent. Le matin, quand vous pouvez prendre en tâche avec les autres collègues, quand vous pouvez vérifier un certain nombre de choses, d'examens paracliniques, etc. Et il ne faut jamais se précipiter. Donc enfin, vous avez une vidéo de l'Université de Bordeaux. Vous cliquez sur le lien qui est affiché ou vous le copiez et vous avez en 15 minutes l'essentiel de l'examen clinique. C'est très instructif comme vidéo. Et je vous remercie. Et la prochaine étape sera donc la rédaction médicale.